Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une spéciale consacrée au Brexit. Le Royaume-Uni quitte donc officiellement l'Union européenne au 31 janvier à 23h heure locale, un événement historique pour les Britanniques, même si, comme nous l'avons expliqué lors de la première partie de cette émission, ce feuilleton Brexit ne se terminera pas pour autant le 31 janvier. Pour discuter de cette deuxième partie et de toutes ces thématiques, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ici dans les studios notre chroniqueur spécialisé en politique internationale, Armen Georgian, et nous avons aussi en duplex depuis Londres notre correspondant Hervé Amoric. Bonjour Hervé, et je vais justement commencer avec vous. Alors, le Parlement britannique a adopté définitivement cette semaine ce qu'on appelle le Brexit Bill. Les députés conservateurs majoritaires à la Chambre des communes se sont opposés à toutes les tentatives de la Chambre des Lords, qui est majoritairement Remainers, mais finalement, ils n'ont pas vraiment beaucoup de poids. C'est ça, les Lords, la Chambre haute, a fait tout ce qu'elle a pu pour tenter d'accorder plus de droits aux citoyens européens comme aux réfugiés, mais toutes leurs tentatives ont été en vain puisque les députés britanniques ont rejeté chacune de ces tentatives et conservé telle quelle la proposition faite en décembre dernier par Boris Johnson. Bien sûr, la majorité de Boris Johnson, son parti conservateur, a 80 députés de plus, mais cette majorité est même allée jusqu'à 103 députés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des députés d'opposition qui se sont rangés du côté du gouvernement pour en rester à cette loi, cet accord de sortie de divorce négocié par Boris Johnson, auquel, bien sûr, il a ajouté une clause qui concerne la suite des événements. Alors justement, Hervé, la saga ne s'arrête pas le 31 janvier. Les négociations sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni vont donc commencer. Mais Boris Johnson a déjà annoncé la couleur. Il ne veut pas que la période de transition dépasse le 31 décembre de cette année. C'est même gravé dans la loi, comme je l'indiquais, c'est-à-dire que Boris Johnson a ajouté une clause de loi qui interdit à son gouvernement ou à tout autre gouvernement de dépasser pour ces négociations avec l'Union européenne le 31 décembre 2020. Donc la période de transition s'arrêtera officiellement, à moins que la loi ne soit changée, bien sûr. Et Boris Johnson se fait fort de négocier un accord de libre-échange en seulement 11 mois. Évidemment, si l'on écoute le chef des négociations pour la Commission européenne, Michel Barnier, de son côté, ce sera extrêmement difficile d'arriver à conclure un accord global en seulement 11 mois. Et la patronne de la Commission européenne dit même que c'est impossible, ce qui veut dire que le gouvernement britannique et les négociateurs européens seront forcés de faire des choix, de déterminer des priorités. Là, il y aura accord, d'autres où il n'y aura peut-être pas d'accord, à moins bien sûr d'aller vers un refus total, c'est-à-dire de se retrouver comme tous les décideurs économiques le craignaient en fin de l'année prochaine, en fin de l'année 2020, avec une situation où on serait prêt de sortir à l'arraché sans accord de l'Union européenne, avec un éventuel retour de barrières douanières. Personne, bien entendu, ne veut en arriver là, mais les négociations seront serrées. En tout cas, cette menace reste présente. Alors, Armen, justement, Hervé vient de le signaler, il a parlé des expatriés. Alors, qu'en est-il de ce statut d'expatrié? On parle ici de tous les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne, mais aussi de tous les Européens qui vivent au Royaume-Uni. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se demandent à quoi va ressembler leur avenir aujourd'hui. Oui, alors les Européens qui vivent en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, ils doivent postuler pour ce statut de résident cette année, impérativement d'ici décembre 2020, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le problème, c'est que le gouvernement ne va pas donner un document pour prouver que ces gens-là ont obtenu ce statut de résident. Et c'est là où il y a eu beaucoup de craintes. Par exemple, vous imaginez un entretien d'embauche, un ressortissant européen, un employeur lui dit « Est-ce que vous avez une preuve
de votre statut de résident, Non. Non, pas vraiment. Ouais. Enfin, il y a peut-être une preuve numérique, mais pas une carte laminée. C'est ça que les étrangers, enfin les ressortissants européens ont demandé. Ça a été refusé. Donc, il y a quelques craintes de discrimination, effectivement, dans l'emploi ou aussi dans le logement. Vous pouvez bien imaginer un propriétaire. Est-ce qu'un propriétaire va aller plus loin pour chercher en ligne si son locataire éventuel a ce statut ou pas? En termes de services de santé, c'est le même problème, en gros. Donc ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Côté européen, tout va se jouer sur la réciprocité. Donc si, par exemple, les retraités britanniques en Espagne ne veulent pas avoir des problèmes par rapport à leur retraite, eh bien, il va falloir que les Espagnols en Grande-Bretagne soient bien traités, essentiellement. Chacun va voir en gros comment ça se passe de l'autre côté. Ouais. Alors, Armen, Bojo, donc, lui, il veut que tout se passe d'ici le 31 décembre, mais pour se compliquer un peu plus la tâche, il commence une autre négociation avec Washington cette fois-ci. Il y a un accord commercial avec les États-Unis qu'il voudrait signer, mais qui donc va être en négociation. Si possible, il voudrait que ça soit avant la présidentielle de novembre prochain, ou cas où le locataire de la Maison-Blanche change. En quoi est-ce que justement le Brexit aujourd'hui pourrait influer sur cet accord commercial avec les États-Unis? Eh bien, les deux négociations doivent se dérouler en parallèle, c'est-à-dire avec Washington et avec Bruxelles. Je pense qu'il faut retenir une chose sur le fond, c'est que un accord de libre-échange avec les États-Unis ne peut pas remplacer le volume d'échanges actuel avec l'UE, parce qu'il y a la distance déjà. Donc, même si il y avait un alignement un alignement réglementaire, on va dire, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la distance fait qu'il y aura toujours moins d'échanges commerciaux. Et ensuite, il y a aussi la question de la profondeur de la relation commerciale, parce que c'est le marché unique entre la Grande-Bretagne, dans lequel la Grande-Bretagne se trouve actuellement. C'est ça qui rapproche énormément la Grande-Bretagne des autres membres de ce marché unique dans l'Union européenne. Et il n'est pas du tout question de créer un marché unique avec les États-Unis. Donc je pense qu'il faut retenir ça, parce qu'évidemment la rhétorique venant de Donald Trump et de Boris Johnson va être c'est génial, tout le monde est beau, on a conclu le meilleur accord du siècle, mais il faut retenir les données, les bases structurelles, on va dire, dans tout ça. Alors justement, Hervé, les constructeurs automobiles, pour prendre cet exemple, les constructeurs automobiles britanniques redoutent beaucoup les divergences entre autres réglementaires post-Brexit avec l'Union européenne, et du coup, ils suivent de très près justement cet accord qui évolue avec Washington. Mais Boris Johnson, on l'a vu récemment quand il parlait, et il en a parlé dans son programme électoral d'ailleurs, de l'équivalent de la taxe GAFA, qui donc pour Google, Facebook, Amazon, etc., pour ces grandes compagnies géants américains, en face, ça a un peu mis la Grande-Bretagne dans le collimateur des Américains, et ça a un peu énervé le président américain. On sait comment l'administration de Donald Trump a l'habitude de négocier par force, ultimatum, menace. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait dans ces négociations parallèles tout au long de cette année des coups de théâtre. Mais en réalité, il y a des choix qui devront être faits par l'administration britannique au moment de négocier pour savoir si s'écarter des normes européennes, surtout dans le domaine des manufactures, en ce qui concerne l'automobile, en ce qui concerne également le secteur de l'aéronautique, cela en vaut la peine, parce que Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, qui était il y a quelques semaines à Londres, l'a encore rappelé, il y aura un coût à tout cela, un coût réciproque qui sera porté par le Royaume-Uni comme par le reste de l'Europe, mais il est clair qu'il y aura un coût. Et donc, le coût essentiel, s'il y avait, bien sûr, dans le domaine de manufacture, un écart de normes et de standards par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui, ce serait bien sûr toutes les entreprises industrielles, automobiles notamment, mais bien sûr aéronautiques, qui emploient plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont basées essentiellement au cœur de l'Angleterre et dans le Nord,
qui en supporterait les conséquences. Mais bien sûr, il faut se dire qu'aucun Premier ministre, aucun gouvernement depuis l'après-guerre n'a osé penser seulement à sacrifier tout un secteur de l'économie, bien sûr, qui est encore ronflant, qui rapporte, qui fonctionne. Donc, est-ce que Brexit a changé suffisamment la donne pour qu'on en arrive là? La question est posée. En revanche, il est très clair que Boris Johnson, s'il allait dans cette direction-là, devrait effectivement supporter le coût de perte d'emplois massive dans le nord de l'Angleterre et dans le cœur de l'Angleterre. Ceux-là même, évidemment, qui ont voté en faveur du Brexit par 2 fois lors du référendum et dernièrement lors des élections qui ont apporté sa majorité à Boris Johnson. Merci beaucoup Hervé. Alors pour finir, Armen, une question aujourd'hui qui se pose, puisque pendant finalement plusieurs mois, plusieurs années, on a eu les pros, les anti-Brexit à Londres, en Grande-Bretagne plutôt. Et d'ailleurs, cette population est différente, puisque dans quelques années, dans une dizaine d'années, quinzaine d'années, ceux qui étaient pour finalement ne voteront plus, ceux qui étaient contre vont voter ou continueront à voter. Alors dans quelle mesure est-ce que ce Brexit va changer un peu cette cartographie de la population britannique? C'est la grande question, effectivement. On sait que le vote pro-Brexit est un vote nettement plus âgé que le vote pro-UE. Et donc, les gens qui ont voté en 2016, dans 2 législatives, c'est-à-dire en 2027, beaucoup d'entre eux ne seront plus en vie, soyons honnêtes. D'autre part, les jeunes qui n'étaient pas encore en âge de voter en 2016, mais qui ont quand même grandi dans cet esprit d'ouverture, d'échange entre lycée et collège, entre la France et l'Angleterre, etc. Pour moi, ça, c'est la grande question. Comment est-ce que ces gens-là vont impacter sur tout ces échiquiers politiques une fois qu'ils auront atteint l'âge de voter? Est-ce qu'ils vont donner une impulsion à certains partis politiques de devenir des partis de la réadhésion à l'Union européenne? Donc il y a ces 2 grandes inconnues, je pense, si on regarde les 2 extrêmes, on va dire, de la population en termes d'âge. Merci beaucoup, Armen Georgian, d'avoir été avec nous. Merci, Hervé, d'avoir été avec nous aussi depuis Londres. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette spéciale Brexit. Je vous souhaite un très, très bon week-end. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très, très bon week-end à tous. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et sur france24.com.